Tu sais, quand tu es malade, tu as l'impression d'être la seule personne au monde à souffrir de ce mal. Eh bien, maintenant, je sais que ce n'est pas le cas, parce que je suis allé voir un nouveau chirurgien et il avait 50 patients dans son cabinet. Il est gêné Marvin un jour, mais avant même de savoir ramper, le monde l'a surnommé Matt, un surnom qui lui est resté comme une cicatrice et qui l'a suivi jusqu'au statut de légende du rock, survivant à l'effondrement d'une scène, à la perte de sa voix à cause d'un traumatisme, et même à un père armé d'un couteau, prêt à se venger. Il a passé une décennie en tant que végétarien, ce qui a rendu les choses gênantes lorsqu'une célèbre star de la pop a refusé de le rencontrer, simplement à cause de son nom. Pouvez-vous deviner de quelle star de la pop il s'agit dans les commentaires? Nous révélerons son identité plus tard dans la vidéo. Restez avec nous pour découvrir la vérité derrière l'effondrement sur scène qui a failli lui coûter la vie et l'hymne sauvage à la moto qu'il a interprété sans en écrire un mot. Mais pour vraiment comprendre comment cette icône plus grande que nature est devenue à la fois un mythe et un homme, il faut revenir là où tout a commencé, car ces premières années recèlent dans le style des moments clés que vous n'allez pas en croire. Jeunesse. Dallas, Texas, 1947. Une époque de jukebox, de fontaines à soda et d'optimisme d'après-guerre. Mais pour le petit Marvin Lee Hadda, le monde était déjà difficile. Son père alcoolique et violent, Orvis, marqué par la guerre, voyant son nouveau-né de 9 livres au visage rouge, plaisanta qu'il ressemblait à un morceau de viande. Les infirmières sur mes lettres surnommèrent le berceau d'un viande, nom qui évolua des années 30 plus tard, lorsqu'un entraîneur de football lui cria « Dégage, espèce de pain de viande !» Lorsque Marvin atteignit la classe de 5e, il pesait 109 kilos et mesurait 1,57 m. Non seulement harcelé par ses camarades, certains parents du quartier interdisaient aussi à leurs enfants de jouer avec le gros garçon. Une pub locale de Levi's s'est moquée de lui en le nommant, disant que le pauvre gros Marvin ne peut pas porter leurs jeans. L'isolement était écrasant, mais dans ce vide, l'imagination de Marvin a pris racine. Il s'est mis à rêver, raconter des histoires, jouer des rôles et s'évader dans des personnages où il était applaudi plutôt que moqué. Pourtant, la maison n'offrait aucun refuge. Sa mère adorée Wilma, institutrice et chanteuse de gospel, était son guide moral et son ancre. L'alcoolisme de son père a empiré suite au diagnostic de cancer de sa mère. Quand elle est morte en 1966, Marvin s'est effondré. Aux funérailles, il a tenté de la soulever du cercueil, hurlant dans le déni. Quelques jours après, Orvis, ivre de colère, a accusé Marvin d'avoir volé l'argent de l'héritage et l'a attaqué avec un couteau de boucher. Marvin s'est défendu, a cassé le nez de son père et a fui la maison pieds nus dans la nuit de Dallas sans jamais se retourner. En quelques semaines, il a pris le peu d'argent qu'il avait, a pris un avion pour Los Angeles et a commencé à se reconstruire à partir de rien. Néanmoins, la douleur qu'il portait et les rêves auxquels il s'accrochait allaient trop bientôt exploser en l'une des ascensions les plus théâtrales de l'histoire du rock. Carrière et succès. Arrivé à Los Angeles à la fin des années 60, Meat Loaf ne cherchait pas la célébrité, mais fuyait le chaos. Mais ses blessures précoces, la honte, le chagrin, la survie, ont nourri un style de performance inimitable. Il a rejoint le théâtre expérimental, formé un groupe, et obtenu des rôles dans Air, puis finalement dans The Rocky Horror Show, où il a quitté la répétition en courant après avoir vu Tim Curry travesti, pensant qu'on pourrait lui demander de porter des barésiles. Il est revenu le lendemain, penaud et ricanant, une touche comique dans une trajectoire autrement lyrique. Mais le tournant est arrivé en 1973, lorsqu'il a rencontré le compositeur Jim Steinman. Ensemble, ils ont formé un volcan créatif. Les chansons fiévreuses de Steinman et l'interprétation pleine d'âme de Meat étaient comme de la foudre en bouteille. Après des années de refus, ils ont enregistré Bat Out of Hell en 1977. Les critiques s'en sont moqués, le qualifiant de kitsch exagéré. Le public, il n'en avait jamais assez. L'album s'est écoulé à plus de 40 millions d'exemplaires, mais le triomphe a également engendré des problèmes. En 1979, Meat s'était tellement épuisé en tournée qu'il a littéralement perdu sa voix, ouvrant la bouche lors d'une répétition et ne laissant sortir qu'un son étranglé. Sans aucun dommage visible, les médecins ont attribué cela à l'épuisement et à l'anxiété, des échos émotionnels de ses traumatismes précoces. Steinman a dû sortir leur prochain album sans lui. Meat s'est effondré, les procès se sont accumulés, il a déclaré faillite, condition que son mariage a failli s'effondrer.
Pendant un moment, l'homme qui avait chanté l'évasion ailée de Chauve-souris était cloué au sol, brisé et sans voix, mais en 1993, il est revenu en rugissant. Bad Out of Hell. 2 a relancé sa carrière avec le titre primé aux Grammy Awards « Je ferai tout pour l'amour », rappelant au monde et à lui-même que la résurrection faisait partie de sa marque. Pourtant, la grandeur de la présence scénique de Meat Loaf masquait une vie personnelle pleine de bizarreries, de contradictions et d'une discipline obsessionnelle, des vérités qui deviennent encore plus fascinantes une fois le rideau tombé. Pain sans viande, les années végétariennes. Oui, Meat Loaf, lui à la voix tonitruante et aux métaphores qui bouchent les artères, a passé une bonne décennie en tant que végétarien. Dans les années 1980, soucieux de sa santé et du respect des animaux, il a totalement cessé de consommer de la viande. L'ironie ne lui a pas échappé, et cela a mené à des situations hilarantes. Prenez par exemple la fois où il était assis près de Kepradiant Haze, des langes lors d'une cérémonie de remise de prix et voulait la rencontrer. Un message a été envoyé à sa table, mais elle a refusé, ne voulant pas s'associer à quelqu'un nommé Meat Loaf. À son insu, Meat Loaf n'avait pas mangé de steak depuis des années, ce qui l'amusait et l'irritait à la fois. Il plaisanta qu'il avait arrêté d'être fan de Carr. Des langes après ça, avec son mélange habituel de rancune et de sourire. C'est donc la réponse à la question posée en début de vidéo. Mais ne pensez pas que l'étrangeté est terminée. Football fantastique et oursons en gélatine. En coulisses, Meat Loaf n'était pas un rocker débauché en limousine, mais un nerd des sports fantastiques obsédé par les statistiques, féru de sucreries. Dans les années 2010, il jouait dans plus d'une douzaine de ligues de football fantastiques simultanément, en gagnant la plupart. Il étudiait les stratégies de draft dans son bus de tournée, veillant tard pour ajuster ses compositions. Les oursons en gélatine, les Tim Tams et le gâteau au beurre de cacahuète alimentés en sécession. Si je ne peux pas y mettre 110%, je ne le fais pas, disait-il, un mantra qui s'appliquait aussi bien à hurler sur une balade puissante de 8 minutes qu'à dominer une ligue sportive fictive. Les salles de sport d'hôtel et les masques à oxygène. Malgré les moqueries subissant toute sa vie à cause de sa taille, Meat Loaf était étonnamment en forme, surtout sur ses vieux jours. Il passait 2h30 dans les salles de sport d'hôtel, tenant plus longtemps que les membres de l'équipe plus jeunes et plus minces. Il ne cherchait pas à paraître beau, mais à tenir bon. L'homme qui s'est effondré sur scène plus d'une fois savait que son corps était fragile, alors il le traitait comme une machine, le poussant jusqu'à ce qu'il puisse supporter un rappel de plus. Après les spectacles, il attrapait un masque à oxygène, s'essuyait avec une serviette et revenait pour le rappel suivant comme si de rien n'était. Enregistrement dans le placard et collection de canapés. Pour l'album de 2011, Enfer dans un panier, il enregistrait souvent les voix dans des placards et des chambres d'hôtel avec un micro mobile. Il privilégiait la vérité émotionnelle à l'acoustique. Si l'émotion se trouvait dans la salle de bain d'un motel, il y enregistrait. Lorsqu'il n'était pas au micro, il fréquentait assidûment les antiquaires. Meat Loaf collectionnait des châles, des meubles ornés et des bibelots excentriques venus du monde entier. L'une de ses pièces préférées ? Un divan du 19e siècle utilisé, plaisantait-il, pour s'effondrer après s'être effondré sur scène. Un doux géant en cuir. Le public observait un berserker en cuir vociférant sur le désir sous la lumière du tableau de bord. En privé, c'était un homme doux et presque timide qui disait « chérie » et « monsieur » et faisait des accolades d'ours à des inconnus, mais il avait un sacré tempérament. Dans Celebrity Apprentice, il s'est emporté contre Gary Busey pour des fournitures de paillettes égarées, criant « Je vais te botter les fesses », avant d'admettre plus tard en être mortifié. Une partie de cette douleur est à moi, j'en ai marre de toi, espèce de... Non, tout ça a été à moi, dans mon panier. Ah, c'est des conneries! Malgré cet éclat de colère inhabituel, la plupart du temps, c'était le gars blagueur qui regardait la météo pour se détendre. Il était aussi un véritable philanthrope. Il a récolté des fonds pour des associations contre le cancer, chanté pour des enfants malades et soutenu le camp Painted Turtle. Et lorsqu'un couple britannique a choisi sa ballade Heaven Can Wait comme chanson de mariage, il les a surpris en venant la chanter en direct. Un homme rendant simplement hommage à ceux qui l'aimaient, sans opération de communication ni caméra. Pourtant, malgré toutes ces bizarreries, ces obsessions et ces contradictions, les aspects les plus fascinants de l'histoire de Meat Loaf étaient dans les personnes qui ont façonné son âme et l'ont soutenu lorsque tout le reste s'effondrait. Les relations et les liens
si Jim Steinman était l'âme sœur musicale de Meat Loaf, alors Wilma Hyde, sa mère, était le pilier émotionnel qui l'a maintenu debout assez longtemps pour qu'il rencontre Steinman en premier lieu. Sa mort prématurée l'a brisé, et son absence a hanté chacun de ses succès, comme mentionné auparavant. « Je chantais toujours pour elle », a-t-il avoué. Son esprit imprégnait chaque note et chaque envolée théâtrale. Puis vint Steinman, le compositeur génial et fou dont les paroles grandiloquentes nécessitaient une voix assez puissante pour leur résister. Meat Loaf était cette voix. Leur collaboration sur Bad Out of Hell est devenue légendaire, mais en coulisses, leur lien était chaotique, fraternel et parfois explosif. Des batailles juridiques faisaient enrage autour d'eux, mais Meat Loaf a insisté « Je n'ai jamais poursuivi Jim, et Jim ne m'a jamais poursuivi. » Leurs managers se sont affrontés, mais leurs cœurs sont restés loyaux. Lorsque Steinman est décédé en 2021, Meat Loaf a été dévasté. Il est à mort seulement 9 mois plus tard, comme si le spectacle ne pouvait continuer sans son metteur en scène. Son premier mariage avec Leslie Edmonds était rempli de détours sauvages. Il l'a un jour demandé en mariage avec un saumon entier, et leur union a duré plus de 20 ans. Ils ont élevé 2 filles, Pearl et Amanda, et ont enduré ensemble le chaos de la célébrité, la faillite et l'effondrement. Pearl rejoindra même le groupe de son père en tant que choriste, une des nombreuses façons pour lui de rattraper le temps perdu dû à ses fréquentes tournées. Plus tard, sa deuxième femme, Deborah Gillespie, lui a apporté une sérénité inédite. Leur relation, loin des projecteurs, a été son sanctuaire émotionnel jusqu'à la fin. Malgré l'amour donné et reçu par Meat Loaf, les exigences du succès ont souvent éprouvé ses relations les plus importantes, et le prix financier qu'il a payé fut élevé. Revenus et valeurs nettes. Au moment de sa mort, en janvier 2022, la valeur nette de Meat Loaf était estimée à 40 millions de dollars. Cette fortune provenait de sa carrière polyvalente en tant que musicien et acteur. Son premier album solo, Bad Out of Hell, sorti en 1977, reste l'un des albums les plus vendus de l'histoire, avec plus de 43 millions d'exemplaires écoulés dans le monde entier. Malgré une déclaration de faillite en 1983 en raison d'une mauvaise gestion financière et de litiges juridiques, Meat Loaf a réussi un retour remarquable. Son album de 1993, Bad Out of Hell 2, Back into Hell, comprenant le single primé aux Grammy Awards, « Je ferai n'importe quoi par amour, mais je ne ferai pas ça », a relancé sa carrière et a contribué de manière significative à sa fortune. En plus de la musique, Meat Loaf est apparu dans plus de 100 films et émissions de télévision, notamment dans des rôles remarqués dans The Rocky Horror Picture Show 1975 et Fight Club 1999, renforçant ainsi davantage ses revenus. Malgré son impressionnante résurgence financière, l'essence de la vie de Meat Loaf se reflétait dans les lieux qu'il appelait chez lui et les espaces personnels qu'il avait aménagés. Immobilier. Pour Meat Loaf, l'immobilier était un moyen de trouver un sanctuaire, pas d'étaler sa richesse. Après des décennies passées sur la route et le chaos d'une célébrité soudaine, ces maisons étaient des havres soigneusement choisis qui reflétèrent à la fois son côté théâtral et sa surprenante domesticité. Dans les années 90, il a acheté un immense manoir à Calabasas, en Californie, un refuge paisible loin du chaos d'Hollywood. La maison comportait une salle de projection construite sur mesure où il enregistrait des voix avec des installations de studio improvisées, souvent dans des placards ou derrière des rideaux occultants, privilégiant l'émotion brute à la perfection du studio. La déco était du pur Meat Loaf, antiquité victorienne, souvenirs sportifs et parfois une touche gothique. Plus tard, avec sa seconde épouse Deborah, ils se sont installés à Austin, Texas. Cette maison représentait la paix sous les vastes cieux texans, reflétant une phase plus calme de sa vie. Il y collectionnait des meubles rares, écrivait et se consacrait à sa famille. Il a aussi possédé une maison à Redding, Connecticut, une retraite boisée pour se détendre entre les tournées. L'immobilier a marqué différentes étapes de son parcours. Le manoir de Calabasas a signé le retour triomphal. Austin était le souffle de soulagement. Chaque propriété n'était pas seulement un lieu, c'était un signe de ce que Meat Loaf devenait à ce moment-là. Pourtant, malgré toute sa théâtralité sur scène, l'une des plus grandes contradictions du mode de vie de Meat Loaf se révèle dans ce qu'il choisissait de conduire et, plus curieusement, dans ce qu'il ne conduisait pas. Véhicules et voitures. La relation de Meat Loaf avec les véhicules était aussi théâtrale et ironique que tout le reste dans sa vie.
Pour commencer, l'homme derrière Bat Out of Hell, l'un des hymnes de moto les plus emblématiques jamais enregistrés, n'aimait même pas faire de la moto. En fait, il en avait une peur bleue. Pourtant, il posait avec elle sur d'innombrables pochettes d'albums et affiches, toujours à califourchon sur une Harley qu'il n'avait aucune intention de conduire. Il en avait bien une Harley Davidson Softail, mais surtout pour le style. Les voitures étaient peut-être en plus à son goût. Dans sa jeunesse, aussi, il avait une Dodge Charger qu'il a utilisée une fois pour fuir la fureur alcoolisée de son père, comme mentionné plus tôt dans sa vie. Au fil des années, son garage a vu défiler des SUV pratiques et des berlines de luxe de milieu de gamme, privilégiant le confort à l'apparence. Vous ne le verriez jamais dans une Lamborghini. Il serait plutôt en train d'ajuster avec obsession le siège conducteur d'une Lincoln jusqu'à ce qu'il soit parfait. Les jets privés faisaient le parti de la vie en tournée, même si Mitteloff n'a jamais aimé voler. Un vol a failli tourner au drame quand le train d'atterrissage du jet a refusé de se déployer. L'avion a tourné autour de l'aéroport pendant plus d'1 heure avant que les secours ne le fassent atterrir sans danger. Mitt n'a pas dit un mot pour le reste de la soirée. Des yachts. Les bateaux n'étaient maintenant pas son truc, il plaisantait en disant que c'était des pièges à anxiété flottants. Mais les hélicoptères, c'était une autre histoire. Pendant le tournage du clip de Bat Out of Hell 2, un hélicoptère a failli s'écraser en tentant une prise de vue aérienne. Il en a ri à l'instant, mais a avoué des années après qu'il ne s'est jamais senti à l'aise près des rotors depuis. Néanmoins, à mesure que Mitteloff prenait de l'âge et que le moteur ralentissait, ce qui restait n'était plus la puissance, mais le cœur et l'héritage toujours plus profond qu'il laissait derrière lui. Mode de vie actuel. Mitteloff est décédé en janvier 2022, à l'âge de 74 ans, mais d'une certaine manière, il vivait déjà son rappel lors des dernières années de sa vie. Il s'est concentré sur la paix, la vie privée et les gens, en particulier sa femme Deborah et ses filles. Il faisait moins d'apparitions publiques, mais restait en contact avec ses fans à travers des interviews, des œuvres caritatives et quelques performances de surprise. Malgré de nombreux problèmes de santé, y compris une opération de la colonne vertébrale, de l'asthme et des évanouissements sur scène dans le passé, il continuait d'affirmer qu'il remonterait sur scène, allant même jusqu'à répéter à huis clos avec des bouteilles d'oxygène à ses côtés. Peut-être que le moment le plus émouvant et symbolique est survenu avec le décès de Jim Steinman en 2021. Mitteloff était anéanti. Leur lien avait toujours défié toute catégorisation, musicale, émotionnelle, mythique. 9 mois plus tard, Mitt l'a suivi. Pour de nombreux fans, cela ressemblait à l'acte final d'un opéra rock préparé depuis des décennies. Il n'est peut-être plus là, mais sa voix et son histoire sont bel et bien vivantes. Quelle partie de la vie de Mitteloff t'a le plus surpris ? Sa peur des motos, sa période végétarienne ou sa crise de nerfs pailletée avec Gary Busey ? Laisse tes impressions en commentaire, like, abonne-toi et découvre nos autres analyses sur les villes légendaires de la musique.